Multi 21, c'est. Yeah, Multi 21. Bonjour à tous et bienvenue pour le quatrième et dernier épisode de notre mini-série des escrocs en Formule 1. C'est les histoires d'Hyperatar. C'est Aurélien à toi avec moi. Aurélien, comment vas-tu ? Bonjour Clément, bonjour à tous, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va super bien puisque on va encore parler aujourd'hui d'une formidable écurie, d'un formidable pays qui nous a offert tant d'écuries incroyables, l'Italie avec Forti Corse. Alors qu'est-ce que Forti Corse ? Alors Forti-Corse, c'était une écurie un petit peu obscure qui a arpenté les fonds de grille en Formule 1 entre 1995 et 1996, où on doit son arrivée en Formule 1 à un certain Pedro Diniz, qui était soutenu par nombreuses entreprises brésiliennes et aussi par Parmalat. Forti est une écurie pas très exceptionnelle. Malheureusement, les résultats n'étaient pas très bons. Et Forti a disparu mi-96 avant même la fin de la saison, suite à un rachat et un énorme cafouillage juridique avec l'entreprise irlandaise Shannon. Mais on va en parler en profondeur tout à l'heure. Alors effectivement, revenons sur cette écurie corsée qui, de prime abord, semble plutôt réglementaire. Des débuts comme beaucoup en Formule 3000, quelques succès avec des pilotes comme Emmanuel Aspiri ou Fabrizio Giovinardi qui couraient jusqu'à peu en WTCR, comme quoi certaines personnes sont éternelles dans le sport automobile. On a vu aussi, tu l'as dit, Pedro Diniz ou Olivier Beretta passer dans cette écurie de Formule 3000 qui a engagé des pilotes de 87 à 94. Et puis en 95, c'est le grand saut. On passe en Formule 1 pour Forti. Exactement, oui. Sauf que le châssis dans lequel les pilotes Diniz et Moreno débutent, et c'est un châssis dérivé de la F3000. Évidemment, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Énormément d'abandon en tout genre. Il y a quand même eu, c'est à noter, une 7e place pour Pedro Diniz en Australie. Alors, bien évidemment, à cette époque, c'était seuls les 6 premiers qui étaient récompensés. Donc, Diniz, il a eu beau finir 7e, il n'a pas eu de points. Il a fini à 4 tours quand même, c'est à préciser. Mais il a fini. Donc, une saison d'apprentissage au final pour Forti. Effectivement, et puis dans cette saison 95, on a eu bien pire avec Simtek qui arrête au bout de 4 courses. Pacific s'est retrouvé au classement d'arrêt puisque grâce à cette 7e place, eh bien, même s'ils n'ont pas marqué de points, ils ont fini 11e du classement, enfin non classé mais premier des non classés. Et puis du coup tout s'annonçait un peu mieux pour 96, une voiture enfin un peu gérée, une écurie qui a un petit peu d'expérience en F1 et l'arrivée d'un nouveau duo 100% italien, Luca Badoer et Andrea Montermini. Exactement, ça s'annonçait un petit peu mieux pardon, pour 96, sauf que la FIA décide d'instaurer entre-temps une règle, tout bête hein, pour la séance qualificative, mais qui va s'avérer être dévastatrice pour Forti. Cette règle, ça s'appelle la règle des 107%. Et en gros, le poleman établit un temps, et tous les pilotes qui se retrouvent au-delà de 107% de ce temps n'ont pas le droit de participer à la course. Règle qui est donc instaurée en 1996 et dès la première course en Australie, les 2 pilotes Forti signent des temps au-delà des 107% et sont logiquement interdits de course. Et ça va perdurer pendant à peu près toute la saison 96, hein, du premier Grand Prix au dernier Grand Prix au Japon où euh, voilà, les Forti ne vont pas être en mesure de signer un temps en dessous des 107% et vont être non qualifiés à plusieurs reprises. Alors effectivement, oui, alors sur des circuits, même si on n'est pas très loin des 107%, on est à 107,5 je crois pour l'un des deux pilotes, eh bien on reste quand même, c'est quand même une saison assez difficile. Et puis dès Monaco, arrivent dans le paddock quelques petites rumeurs d'un accord entre Forti et une écurie irlandaise, Shannon Racing. Exactement, une entreprise irlandaise, pour être un petit peu précis, Shannon Racing, qui possède énormément de structures dans les championnats locaux de Formule 3. Formule 3 en Allemagne, en Italie, en France. Il y a par exemple une course qui a été organisée dans les rues de Monaco en marge du Grand Prix de Formule 1.
près d'un quart du plateau, c'était des voitures peintes aux couleurs de Shannon. Et même situation lors des Masters de Zandvoort en Formule 3. Sauf que cette équipe, cette structure Shannon Racing a été créée début 96, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, ils ont une équipe en Formule 3000 et ils sponsorisent énormément de voitures dans divers championnats de Formule 3. Donc évidemment, il y a un petit peu anguille sous roche. Comment ça se fait que Shannon ait trouvé autant d'argent et se soit lancé vraiment à corps perdu en l'espace de quelques semaines dans le sport automobile? Et puis, lorsqu'on y creuse de plus près, Shannon Racing appartient à une autre entreprise, FinFirst, qui est elle aussi de République d'Irlande. Mais les deux ont des fonds provenant d'investisseurs italiens, alors on ne sait pas trop ce qui se passe, et ça paraît assez trouble, toute cette affaire-là. Oui, oui, en fait, le truc, c'est que voilà, Shannon appartient à machin, qui appartient à un truc, qui appartient à ci, à mi, donc on s'y perd au final. Et c'est fait pour, justement, c'est fait pour. Mais avec de bonnes recherches, on trouve un seul et même homme qui s'appelle Hermann Gartz. Hermann Gartz, c'est un Allemand qui est persona non grata dans plusieurs pays d'Europe parce que c'est un escroc notable et invétéré. Et ce brave Gartz, donc, comme tu l'as dit plus tôt, il va fonder FinFirst dans les années 90. FinFirst, au final, c'est une société qui va en escroquer d'autres et qui va forcer des rachats de bon nombre d'entreprises, dont les hélicoptères Sokol. Alors pourquoi je dis ça? Au final, ça peut paraître peu important, sauf que FinFirst va vendre dans les années 90 20 hélicoptères de la marque Sokol à une entreprise Fininvest, rien à voir, aucun lien, hein, Fininvest qui était propriété d'un certain Silvio Berlusconi. Donc comme quoi, hein. Comme quoi, les jeunes mafieux se retrouvent entre eux. Alors, justement, sur Hermann Gartz, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son implication en F1? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, comme Gartz possède FinFirst, Shannon et compagnie, c'est un petit peu celui qui dirige les opérations en sous-marin, hein, parce que Gartz, on l'a pas vu très souvent sortir à l'air libre. Alors, comme tu as pu le dire plus tôt, lors du Grand Prix de Monaco, Shannon souhaite se porter acquéreur de Forti et va se porter acquéreur au bout de quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Forti, qui est déjà au bout du rouleau, au bout d'une saison et demie en Formule 1, va vendre 51% de ses parts à Shannon. Donc Shannon devient actionnaire principal et euh, comme- propriétaire, je cherchais le mot propriétaire de l'équipe. Sauf que Forti, les jours passent et le chèque n'arrive toujours pas. Guido Forti, qui est le fondateur du coup de l'équipe, n'a pas été payé par Shannon, qui entre-temps s'est empressé de repeindre les Forti aux couleurs de l'Irlande, du coup, euh, et va attaquer, c'est Forti qui va attaquer Shannon en justice, justement pour escroquerie et pour chèque non rendu. Sauf que, retournement de situation complètement abracadabrantesque, c'est Shannon qui va sortir gagnante du procès. Alors, comment se fait-il? Pour une raison qui m'échappe, comment se fait-il? Je ne sais pas, justice italienne, je ne comprends pas, c'est à n'y rien comprendre, sauf que bon, entre-temps, c'est important de le préciser, Forti, sans le chèque de Shannon, était incapable de continuer en Formule 1, donc elle a stoppé net avant même la mi-saison en F1. De son côté, Shannon, même situation, Gartz était un petit peu recherché dans plusieurs pays, il a dû arrêter avec FinFirst et avec Shannon, et donc au moment où le tribunal a rendu le verdict, ni Shannon ni Forti n'existaient. Et donc ce monsieur Gartz, qu'est-il devenu après ce court passage, après ces petites inclusions en F1? Justement, ce Gartz, un petit peu comme David Thiem dans le premier épisode, il s'est échappé dans la nature. On a du mal à savoir ce qu'il est devenu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été condamné par contumace en France à 5 ans de prison pour détournement de fonds. Et du coup, après l'arrêt de cette saison en plein milieu du championnat pour Forti, que s'est-il passé pour la valeureuse petite écurie italienne?
Malheureusement, il s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire qu'une fois que Forti a coupé les fonds pour la Formule 1 à mi-96, bah, ça c'en était fini pour elle. L'équipe n'est pas revenue à la fin de la saison, n'a pas tenté un retour en 97 ou lors des saisons suivantes. Badoer, qui était pilote pour eux en 96, a trouvé refuge dans une autre équipe italienne du fond de grille, un petit peu plus respectable celle-ci, qui s'appelle Minardi. Montermini, qui déjà trempait un petit peu, non pas dans les combines, mais dans les équipes peu fréquentables que sont SIDTech et Pacific dans les années 90, ben, lui par contre n'a pas trouvé de volant en Formule 1 depuis. Mais il s'est engagé aux 24 heures du Mans, fin des années 90, avec des Nissan puis des Courage, sans pour autant remporter l'épreuve de la Sarthe. Effectivement, d'ailleurs, à noter que Andrea Montermini avait commencé sa carrière en F3 avec une écurie dont le nom est Il Barone Rampante. Une écurie qui nous dit, si vous êtes fan de F1, quelque chose, puisque c'est une écurie qui avait essayé à un moment de monter une Formule 1 et ça n'est jamais arrivé. Encore un échec cuisant pour cette toute petite écurie italienne qui était fondée par Giuseppe Cipriani, qu'on a d'ailleurs retrouvé en 2017 en World Series by Renault. Il pilotait lui-même ses propres voitures, donc des pilotes qui ont traîné dans pas mal d'écuries assez louches finalement. Ah, exactement. On le salue d'ailleurs, on le salue. On le salue bien bas. Et bien écoute Aurélien, merci pour l'histoire de ce petit Hermann Gatz qui est arrivé en F1 aussi vite qu'il en est reparti, de façon très très fugace, de même en Formule 3, un joli petit escroc comme on les aimait dans les années 90. Ah oui, une étoile filante du sport automobile, comme on n'en fait plus. Exactement, comme on n'en fait plus, ou peut-être pas, nous verrons ça dans une prochaine série. Après tout, on en trouve toujours des garçons facétieux qui s'invitent dans les paddocks de F1. Merci Aurélien pour cette mini saga des jeunes escrocs qui ont investi leur bille dans des écuries de F1. Nous avons eu David Thiem, nous avons eu Van Rossem, nous avons eu Gartz et nous avons eu Sassetti. A bientôt pour une prochaine série. Aurélien, je te remercie. Je te remercie également. Rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous. Salut.